Cela fait 10 ans qu'il nous a quittés. Incroyable personnalité historique, Nelson Mandela. Bonjour Éric Fotorino. Bonjour Patrick. Vous consacrez à cette figure du siècle incroyable la une du magazine Légende. J'allais presque dire, le mot n'a jamais été si bien porté. Oui, Mandela, 10 ans après sa disparition, reste une légende. Ah oui, parce que c'est quelqu'un qui a tellement été à l'encontre de tout ce qu'on pouvait imaginer qu'il lui arriverait. Souvenez-vous que dans les années 60, 70, 80, on parle du terroriste Mandela. Et cet homme va faire 27 ans de bagne de prison et puis être libéré, comprendre son ennemi, son adversaire, pour finir président de la République d'Afrique du Sud et pour amener la vérité et la réconciliation, c'était le nom de cette commission avec Desmond Tutu, dans un pays qui était tellement abîmé par ces rapports sanglants entre les Blancs et les Noirs. Oui, voilà la une, regardez, c'est légende, c'est absolument extraordinaire. On voit cette image, Éric. Oui. On voit un Mandela qui est presque mystique, qui se tourne vers le ciel, heureux. Oui, alors vous voyez, pour les gens, c'est toujours très difficile de choisir une bonne couverture, qui dise quelque chose. Moi, on m'a appris dans la presse, il ne faut jamais montrer quelqu'un qui ferme les yeux. Et bien là, c'est au contraire, il a les yeux ouverts en les fermant comme ça, ouverts sur une espérance. Et vous voyez, ses mains, ce n'est pas des mains de prière, mais ce sont des mains jointes quasiment, et ce sourire éclatant, extraordinaire, ce sourire blanc sur une peau noire, ça dit tellement de choses qu'on s'est dit que ça valait toutes les légendes à écrire cette photo-là. Oui, 10 ans donc qu'il nous a quittés. Bien sûr, il a mis fin à l'apartheid, ce terrible régime raciste en Afrique du Sud. Bien sûr, il a été président de l'Afrique du Sud. Bien sûr, il a incarné cet espoir dans le monde. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, Éric Fotorino? Qu'est-ce qu'il reste de l'héritage de Nelson Mandela? Est-ce qu'il a changé, au-delà de son pays, la face du monde? Alors, on aimerait bien dire ça. On aimerait bien dire que Mandela a donné un autre visage de l'Afrique. Mais souvenez-vous qu'au moment où il est élu président de la République en Afrique du Sud, eh bien, survient au Rwanda le pire génocide qu'il y ait pu avoir. Donc, évidemment, comparaison n'est pas raison, comme on dit souvent. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud était unique. Parce que c'était lui, parce que c'était avec lui le président, l'ancien président de Klerk, représentant des Afrikaners, et qui a considéré qu'il y avait un moment historique où la majorité noire devait, à un moment donné, on devait lui rendre justice. Et donc, bien sûr qu'aujourd'hui, avec le conflit du Proche-Orient, on peut se dire, mais il nous manque un Mandela. Je pense qu'on peut toujours dire Mandela, non pas ce qu'il a apporté beaucoup, en particulier à l'Afrique du Sud, et puis il y a eu le prix Nobel de la paix qu'ils ont partagé avec de Klerk, etc. Mais on se dit aujourd'hui, quels sont les hommes de cette trempe qui pourraient justement incarner par leur rayonnement une capacité à se situer au-dessus. Et qu'a fait Mandela? Souvenez-vous que Mandela, dans l'équipe de rugby qui va être championne du monde, des Springboks, ils n'étaient pas donnés favoris. C'est une équipe de blancs. Et Mandela apprend à parler leur langue. Et cette équipe blanche va apprendre l'hymne national sud-africain des Noirs, et va aller jouer dans les districts, dans les quartiers, Soweto et ailleurs. Donc, si vous voulez, il a eu cette capacité unique à fédérer un peuple, faire ce qu'il a appelé la nation arc-en-ciel, avec une notion aussi qu'on a appelée l'Ubuntu, qui est une forme d'humanisme, de dire que je ne suis moi que si l'autre existe avec moi. Oui, alors il y a Fabrice d'Almeida d'ailleurs qui parle de cette notion. Bien sûr. Ça. John Carlin, journaliste britannique, Ernest Cole, Maryse Condé, on y trouve aussi Rokhaya Diallo, Alain Mabankou, Pierre Aski. Qui raconte quand il voit Mandela pour la première fois, où c'est un voyage organisé dans le bagne pour les journalistes occidentaux, par les autorités blanches, et on le sort de l'endroit où il casse des cailloux pour le mettre avec ses acolytes dans un jardin pour jardiner avec une bêche. Et il dit, Mandela fait la gueule. Et des années plus tard, Pierre Aski interviewe le Mandela libre, devenu président, où on passe de devenir président, et Mandela lui dit, oui, je me souviens très bien de cette journée, et j'étais très mécontent parce que je ne voulais pas qu'on montre une image de moi comme celle-là, qui était tellement adoucie au regard du régime qu'il avait tous les jours. Il y a beaucoup de témoignages et surtout beaucoup de photos absolument incroyables. Tiens, Ramayad, qui fut notre secrétaire d'État dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy, alors, elle raconte que quand Mandela la voit et Sarkozy la présente, et il répond, il dit, elle a changé la France en la voyant. Et oui, parce que de voir une jeune femme noire, ministre
ministre de la République, c'est quelque chose d'important pour lui et même presque d'incroyable. Et d'ailleurs, dans le texte de Ramaya, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit aussi que l'Afrique du Sud, d'après Mandela, a trahi de Mandela. Elle dit que c'est un des pays d'Afrique le plus inégalitaire, qu'il a perdu aussi son rang de puissance économique, que d'une certaine manière, le racisme intra-africain reste très important. Voilà, toujours la nuance. Oui, oui. Lilian Thuram raconte aussi, bon, il voit Mandela et il voit ce côté rockstar un peu, dont on parle d'ailleurs dans le Légende. Bien sûr. Et ça le dérange au fond. Il voudrait un peu de la spiritualité, non pas voir les photographes s'agglutiner. Oui, et Thuram, il est d'ailleurs, vous avez raison, et il est aussi surpris de voir un jour, il va visiter une fondation Mandela. Mandela est là, et il y a très peu de journalistes qui veulent venir, très peu de joueurs de foot, ça les intéresse pas. Et il dit, mais comment ils peuvent rater un moment comme celui-là? Et en effet, Thuram va prendre la mesure de cette démesure, c'est-à-dire c'est un homme qui est plus grand que lui, Mandela. Oui, on voyait d'ailleurs cette citation de cette bonté qui se lisait dans ses yeux, c'est ce que dit Thuram. Donc des témoignages aussi qui racontent comment, au fond, il a utilisé le sport, et vous en parliez à l'instant. Ça, c'est vraiment très, très important et très significatif. C'est-à-dire que souvent on dit, oui, il aimait le sport. Il faut nuancer, il pratiquait le sport, c'est-à-dire dès sa jeunesse, il va boxer. Ensuite, quand il va être détenu tous les jours, il fait du sport tous les jours. Et quand il devient président, il se dit, bon, l'équipe de cricket, c'est pas ça qui va fédérer l'Afrique du Sud. Et il voit que le rugby, qui est ce sport des Blancs, s'il arrive à en faire le sport de toute une nation, il va gagner. Et c'est là, il y a eu ce fameux film Invictus. Et effectivement, John Carlin nous parle de comment ce capitaine sud-africain blanc va finalement endosser le rêve de Mandela. Et quand Mandela, sur la pelouse où il gagne, lui dit « Merci ce que vous avez fait », le capitaine de l'équipe de rugby lui dit non, merci à vous d'avoir fait ce que vous avez fait pour notre pays. On voit les photos à l'intérieur, c'est magnifique. Je disais les photos parce que Légende, c'est vrai que regardez la pauvreté, l'apartheid au grand jour. Vous savez, Légende, c'est ce qu'était cette réalité. C'est ça. C'est toujours des collectors, c'est le 13e numéro, et on voit bien que le public veut les garder, veut les offrir. Voilà un banc qui était réservé aux Blancs. Exactement, European only. Et c'est vrai que les photos en grand disent plus qu'une photo sur un format normal, puisqu'on voit les détails, on voit les silhouettes, on voit les regards. Et là, vous voyez, voilà, c'est très fort, effectivement. Qu'est-ce qu'a été le régime de l'apartheid? Et il faut d'ailleurs dire que Mandela, je disais au début de notre entretien, présenté comme un terroriste, c'est un avocat, Mandela. Il croit au droit. C'est d'ailleurs toute l'intervention très passionnante de Fabrice de Almeida. Il croit au droit. Mais à un moment donné, il va soutenir la lutte armée. Et pourquoi? L'apartheid arrive en 1948. En 1960, il y a la séparation. Les Noirs doivent avoir des passes. Et ben, certains d'entre eux vont brûler leurs passes. Et il va y avoir les émeutes de Sharpeville qui vont faire 69 morts, près de 200 blessés. Et Mandela va dire c'est pas possible. Et donc, bien sûr, il utilise le droit, mais il va comprendre qu'il faut aussi rentrer dans la clandestinité, dans la lutte armée, ce qui lui vaudra d'être arrêté en 63, d'être jugé et de passer 27 années à Robben Island. Et alors, il sort de là, le mythe Mandela grandit, et on se dit, en sortir de prison, est-ce qu'il va être à la hauteur du mythe? Et il l'est. Et oui, c'est ça qui est miraculeux. C'est ce que nous dit Pierre Aski notamment, c'est qu'effectivement, on pouvait dire, bon, voilà, en prison, il ne parlait pas, non seulement il ne parlait pas, mais ce qu'il avait dit quand il était libre n'avait plus droit de citer sur aucune radio, aucune télévision. La parole avait été congelée. Et tout d'un coup sort un homme très élégant, émacié, et qui a appris en prison, pas seulement l'afrikaans, la langue de l'ennemi, mais il a appris la tolérance et la nuance. Et il comprend, et c'est ça l'Ubuntu, que ça ne va pas être la revanche des Noirs sur les Blancs, ça va être que les Noirs prendront le pouvoir avec le respect des Blancs. Et c'est ça qui va finalement emporter la nation entière. Oui, présence de Winnie Mandela, dont il est aussi question dans ce Légende, bien sûr, à la fois incroyablement positive pour lui, mais aussi, évidemment, avec une odeur de soufre. De soufre, parce que on dit qu'elle a été, qu'elle a vécu avec des espions, elle a fait aussi le jeu des Blancs. Donc, on ne sait plus trop qu'il y a eu des malversations, des spoliations, etc. Donc, elle a une image sulfureuse. Et d'ailleurs,
Ils vont très vite se séparer, très vite divorcer. Et Mandela refera sa vie à 80 ans avec la veuve de Samora Machel. Ouais, on trouve parmi les signatures Rokhaya Diallo. Ouais. Elle parle des luttes, au fond, ce que symbolise encore maintenant Mandela. C'est ça. Des luttes d'aujourd'hui, là. Mais oui, parce que c'est ça l'actualité de Mandela, c'est de dire que, certes, en Afrique du Sud, à un moment donné, il a été à la charnière d'un moment historique, mais cette lutte contre les injustices, pour les inégalités, pour les délits de faciès, pour le fait que quand vous êtes noir en France et ailleurs, vous n'avez pas les mêmes droits réels que quelqu'un qui est blanc, ben, il faut toujours rappeler ça et surtout lutter contre ça. Oui, incroyable l'héritage de Nelson Mandela. C'est un numéro absolument dingue. C'est le 13e numéro de Légende. Voilà. Hein, c'est absolument, c'est somptueux. Hein, on essaie que ce soit beau. Vous savez, à mesure que la presse se dématérialise et se miniaturise, on essaie de faire des objets de presse que les lecteurs veulent conserver, veulent offrir. Et c'est comme ça que nous sommes toujours là, sans publicité, avec vous, avec nos confrères qui aiment ce qu'on fait. Et on essaie justement d'inspirer, de donner de l'inspiration. Vous voyez, un personnage comme Mandela, il inspire les gens, il leur redonne de l'espérance. Et ça, c'est très important dans l'époque que l'on vit. Oui, alors évidemment, voilà, Légende. Et puis alors, il y a le 1 magazine, puis Zadig, là, voilà, le dernier numéro, c'est sur le vin fait sa révolution. Hein. Voilà, Zadig, c'est vraiment la France. Et on laboure la France dans tous les sens, les passions françaises. Et là, on est sur la passion du vin qui change beaucoup. Oui, oui. Tiens, je vous montre ça aussi, parce que c'est absolument extraordinaire. Dernier roman qui a un succès fou, Éric Fotorino, Mon enfant, ma sœur, par l'auteur de 17 ans, c'est vous, chez Gallimard. Oui. Quête familiale, mais touchante. Une sœur, voilà, une sœur abandonnée de force par ma mère en 1963. Et je me suis mis en quête de cette sœur par un long poème. Et j'ai voulu essayer avec des mots de faire exister ce qu'était un silence et une absence. Oui. On sonne beaucoup, hein, Mon enfant, ma sœur. Et oui, c'est Baudelaire, c'est l'invitation au voyage. Et puis, c'est une manière de dire aussi qu'on peut écrire des livres de réparation. On ne peut pas supprimer l'absence, on ne peut pas supprimer la violence d'un abandon forcé dans la société française des années 60, mais on peut, à un moment donné, avec des mots, essayer de réparer des destins. Ouais. Et puis se dire aussi qu'au fond, ce récit tellement intime a touché les lecteurs. Oui. Par quelque part, son côté universel. Oui, je pense que cette douleur, je vois avec des lecteurs que je vois quasiment tous les jours en ce moment, elle leur parle, c'est un écho en eux de qu'est-ce que c'est que l'absence, qu'est-ce que c'est que le secret. Je dis quelque part, le secret est une infection de l'âme. Quand l'âme est infectée, il faut essayer de la soigner, de la guérir. Oui, merci beaucoup. Merci, voilà, Patrick. c'est Légende, 10 ans après, 10 ans. Ça a passé vite. Nelson Mandela est toujours là, et son ombre est là. Et en tout cas, le numéro de Légende est absolument somptueux. Merci beaucoup. Merci, Eric. Patrick Simonin.